Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la biodiversité. Nous allons passer 1 heure ensemble et je vous remercie d'être nombreuses et nombreux sur le pont. Donc vous pouvez nous dire coucou dans le chat. Vous nous voyez, vous nous entendez, mais nous on ne vous voit pas, on voit que le chat qui va être le lien. Vous pourrez vous poser nos questions à nos experts tout au long de ce webinaire et c'est un rendez-vous RSE qu'on aime beaucoup à partager avec vous régulièrement. Donc, pour parler biodiversité, qui est un sujet assez technique, biodiversité en entreprise, je me suis entouré d'experts et d'expertes. Et du coup, on va faire un tour rapide du micro. Et du coup, Nathalie, si tu veux te Allez. Alors, Nathalie Cabel, donc j'interviens aujourd'hui au titre de ma casquette de responsable communication et projet au sein de l'association Biodiversion qu'on va vous présenter avec Emmanuel Régent. Et j'ai repris mon activité de responsable RSE et qualité au sein de la direction Entreprise France hier. Donc voilà, je suis ravie parce que je reviens au sein d'Orange pour parler biodiversité. Donc c'est un réel plaisir pour moi de retrouver entre toutes les équipes d'Orange que j'ai quittées il y a 10 mois maintenant. D'accord, mais tu vas pas laisser tomber la biodiversité, j'ai bien compris. Oh que non. Voilà, t'as un projet de bénévolat, je crois. Ouais, je poursuis au sein de l'association en tant que bénévole, ouais. Toujours sur les mêmes missions. Et puis après, en fonction des besoins. Mais je vous en reparlerai après. Et on a aussi notre partenaire Écoterie. Bonjour Louise et Louisiane. Je vais essayer de pas me planter dans les prénoms. Voilà. Désolée, les prénoms sont un petit peu compliqués. Moi, je suis Louisiane. Je suis responsable de l'innovation chez Écoterie. Donc, vous verrez, on travaille aussi sur la biodiversité comme Biodiversio. On a des approches un peu différentes, mais complémentaires. Et donc, voilà, moi, je travaille sur le développement de nouvelles offres qui vont avoir un impact sur la restauration, la protection des écosystèmes naturels, terrestres et marins, et qui vont être finançables par des entreprises comme Orange pour qu'elles puissent ensuite aussi le valoriser dans leur stratégie RSE, dans des engagements, dans des cadres de reporting RSE. Et moi, du coup, je m'appelle Louise. Je travaille au pôle forêt biodiversité chez Écoterie. Et donc, moi, je suis responsable des projets de biodiversité, donc que ce soit la mise en place des projets, leur suivi, ou la réalisation de certains inventaires et des préconisations d'action, justement, pour préserver et restaurer certains milieux. Et je dois dire qu'avec Karine Cochard, on est allé en découverte de ta forêt parce qu'on est partenaire, mais on plantait des arbres, on voulait en savoir plus. Et tu nous as fait concrètement une démonstration. Il y avait un garde forestier, il y avait une fresque de la biodiversité que nous a présentée, il y avait des ruches. Enfin, c'était vraiment. La particularité des coteries, c'est que votre forêt, elle est pas taillée. Enfin, elle est naturelle. Elle reste dans un environnement naturel qui préserve la biodiversité. Alors, je pense qu'on en parlera un petit peu plus spécifiquement de comment on gère nos forêts et qu'est-ce qu'on met en place concrètement. D'accord, on va garder. On fait un peu teasing, on va garder pour la suite. Bah ouais. Voilà. Je veux pas casser votre pitch. Et du coup, Emmanuel. Donc Emmanuel, président fondateur de Biodiversio, une association qui a été créée il y a 2 ans et demi, une association de chefs d'entreprise pour renaturer le foncier en milieu industriel et pour servir d'éducation à l'environnement pour nos contemporains qui travaillent dans ces mêmes entreprises. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure, Emmanuel, mais tu as de plus en plus d'entreprises qui sont partenaires ou engagées sur la biodiversité. Oui, ça avance plus vite que Biodiversio ne peut absorber. courir. Absorber. Voilà. Ouais, tant mieux, c'est la rançon de la gloire. Du coup, sans plus attendre, je propose qu'on continue sur Biodiversio. Je vais vous partager un petit document. Voilà. Alors, je pense que c'est bon pour tout le monde, vous voyez bien. Je suis désolé, les outils. Ouais. Ouais, c'est bon pour nous. Nous, en tout cas, on voit. J'espère que c'est le cas aussi pour les participants. Voilà. Écoutez, on continue. Du coup, Emmanuel, Nathalie, à vous de jouer. Eh bien, c'est parti. Emmanuel, à toi, la présentation de Biodiversio. Oui, comme je le disais, Biodiversio est né il y a 2 ans et demi, en décembre de 2020. Et depuis, dès sa création, on a été reconnu partenaire engagé par l'Office français de la biodiversité,
tout simplement parce que l'objet de l'association, c'est de transmettre un savoir-faire auprès de l'ensemble de nos contemporains via les entreprises et de créer des îlots de biodiversité au sein des entreprises. Donc, c'est faire de l'éducation à l'environnement par l'exemple au sein des entreprises sur leur foncier, mais également au niveau des collectivités locales. En fait, on travaille sur un territoire. Enfin, Biodiversio, aujourd'hui, on a une action qui est centrée région-centre parce que c'est là que nous sommes nés, mais on est au niveau national et on fait que les entreprises et les collectivités deviennent acteurs à l'échelle de leur territoire en intégrant toutes leurs contraintes économiques, réglementaires, biologiques, numériques, etc. Donc on a la chance d'avoir une équipe qui allie des compétences diverses et variées au sein d'un conseil scientifique et technique. Hein. Nous avons des paysagistes, des écologues, des entomologistes, des spécialistes du sol, des végétaux, des zones humides, arboricoles, de la cartographie également, de la RSE et CSRD, parce que ça c'était obligatoire pour que Biodiversio se présente au niveau des entreprises, et ce qui nous permet à chaque étape d'un projet de biodiversité d'avoir les réponses quasiment dans les 48 heures aux questions qui nous sont posées. Aujourd'hui, l'équipe de bénévoles grossit. Hein, on est plus proche de 30 bénévoles actifs que de 20. Donc nous, on travaille sur 4 axes. Hein. L'intérêt de Biodiversio, c'est de l'éducation auprès de vous, de nos contemporains. C'est de l'information, de la sensibilisation des salariés, des élus, des professionnels. C'est ensuite une mise en place d'un processus pérenne de renaturation du foncier d'entreprise avec la volonté que l'entreprise devienne autonome dans ce process. On fait également un suivi et validation des mesures de l'amélioration de cette biodiversité en lien avec la RSE, l'organisation, mais également nous pour avoir des bornes sur la qualité de notre travail. Et on fait des initiatives publiques, privées pour les entreprises qui n'ont pas de foncier. Et entre autres, on a créé un marathon de la biodiversité. On reviendra dessus. Du coup, Emmanuel, il n'y a pas encore de questions dans le chat, donc j'en profite. Je pose la première question. C'est des compétences assez spécifiques sur la biodiversité. Donc, du coup, tu recrutes dans les écoles d'ingénieurs. C'est quoi, où tu trouves les profils, où tu les fais monter en valeur? Non, la Biodiversio donc a un comité scientifique et technique qui repose sur un réseau que j'ai constitué de longue date, hein, parce que moi je suis tombé dedans quand j'étais petit et je suis dans le mouvement associatif depuis plus de 40 ans. Mais j'ai voulu que Biodiversio soit différent des associations que j'ai connues, c'est-à-dire qu'on soit hors réseau, parce que les associations sont très très bien, mais généralement vous rejoignez une association parce que vous aimez son objet. Là, le but de Biodiversio, c'était de réunir des hommes et des femmes de compétences diverses, mais surtout pas des spécialistes. Les spécialistes, on fait appel à eux pour nos projets, mais au sein de la société, les 20 ou 30 bénévoles là, qui nous suivent, quasiment aucun n'a d'expérience en termes de biodiversité. Je suis un bon exemple. J'en Voilà. parlerai tout à l'heure. Parce que s'il y avait fallu une expertise, je ne serais pas là. D'accord, on enchaîne. La passion. Ouais, tu peux y aller, c'est à toi, Nathalie. Oui, donc sur la raison d'être, c'est vrai que vous nous aviez posé cette question-là en miroir de la raison d'être d'Orange, qui est Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et chacun les clés d'un monde numérique responsable. Si je devais transposer une raison d'être côté Biodiversio et la résumer en une phrase, ce serait reconnecter les vivants et lutter contre l'amnésie environnementale. En fait, pour reprendre la WWF, au travers de son dernier rapport Planète Vivante qui est sorti en 2020, il ne peut y avoir d'hommes en bonne santé sur une planète malade. Or, nous, en tant qu'humains, on est étroitement liés à ce vivant, on est profondément ancré dans ce vivant. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, si on sait identifier
les 5 causes de la 6e extinction de masse qui touchent aussi bien le marin que le terrestre, et que ces causes-là sont très bien identifiées et largement imputables aux activités humaines, grâce entre autres au travail de l'IPBES, qui est, si je devais le résumer, l'équivalent du GIEC, mais sur la partie biodiversité et services écosystémiques, les acteurs du terrain, des ONG, etc. Tout ce petit monde aujourd'hui a très bien documenté ces 5 causes d'extinction. Ce qui est frappant, c'est malgré ça, il paraît hyper difficile en fait de faire prendre conscience et voire même de mettre en action face à cette ampleur, face à cette crise d'extinction, de perte ou de déclin de la biodiversité qui frappe pourtant massivement les 4 coins de la planète. Et par rapport à ces 5 causes-là, on pourrait en rajouter finalement une 6e, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'amnésie environnementale. Alors, je vais nommer les mots du psychologue américain Peter H. Kahn, que vous connaissez peut-être, qui définit en fait l'amnésie environnementale comme une acclimatation des êtres humains au fil des générations à la dégradation de leur environnement. Au fur et à mesure en fait que notre rapport au vivant s'étiole, donc on s'éloigne de la nature, on l'intègre de moins en moins, on la perd de vue et on finit en fait par considérer comme normal sa disparition. Et c'est inconscient, mais en définitive, au travers de cette amnésie environnementale, quelque part, on participe ou on laisse faire cette dégradation, ce déclin, cette perte de biodiversité. Donc, dans ce contexte-là, c'est ce qu'expliquait Emmanuel, nous, notre raison d'être, c'est vraiment de permettre aux collectivités, aux entrepreneurs, à leurs salariés, aux concitoyens de façon générale, à être acteurs de cette biodiversité locale. Et vous verrez après pourquoi cette notion de territoire et de biodiversité locale pour nous est très importante. Et ça, on le fait en alliant toutes les compétences que vient d'évoquer tout à l'heure Emmanuel, nos savoir-faire, pour pouvoir démultiplier les connaissances des bonnes pratiques, des astuces parfois qui sont toutes simples, qui peuvent se transposer sur une terrasse, sur un jardin, au sein d'un parc urbain, sur un foncier d'entreprise. On y reviendra tout à l'heure au travers d'exemples concrets. Donc ça, c'est notre raison d'être. Et en fait, je citerai les mots que j'ai trouvés très forts d'une chercheuse en écologie de la montagne, qui dit en définitive qu'en protégeant la nature, on se protège soi-même, nous, les êtres humains. Donc voilà notre raison d'être. Et on enchaîne avec un petit quiz, justement, concernant les causes de perte de biodiversité, sauf s'il y a des questions. Ouais, il y a une petite remarque, enfin, pas une question de Muriel, je crois que c'est Bouche, je pense. Muriel Bouche, coucou Muriel. Je pense. Amnésie environnementale très intéressante. Même chose par rapport au réchauffement climatique qui nous habitue à des températures anormales. Complètement d'accord. La question de la sécheresse de l'eau. Alors après, on est obligé d'accélérer un peu parce que le temps est imparti. Donc on y va, petit sondage pour toutes et tous. Donc si vous voulez répondre dans le chat, vous pouvez classer, tu peux le dire, peut-être Nathalie, classer les 5 causes de l'érosion de la biodiversité selon leur niveau d'impact. Ben voilà, tu l'as fait. Les plus ou moins impactants, donc les pollutions des océans, des eaux douces, des sols et de l'air, le changement climatique global, la surexploitation des ressources naturelles, le trafic illégal d'espèces, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, la destruction, l'artificialisation et la fragmentation des milieux naturels. Au moins, dites-nous dans le chat, pour vous, la première cause, au moins de l'érosion pour vous. Moi, j'avais perdu hier. Enfin, pour tout secret des dieux, je vais refaire la fraise de la biodiversité, mais j'avais perdu. Voilà. On a des réponses, on a des experts. Donc, Emmanuel, question 5. Sylvie, la 2. Moi, j'avais dit la 2 aussi. La 5 de Raphaël. Roulement de tambour. Et du coup, ils sont plutôt sur partagés entre la 5 et une réponse sur la 2. On a une réponse 2 et 1. Et on a même quelqu'un qui a mis le tiercé gagnant, c'est Michel, 5, 3, 2, 1, 4. Ça doit être un expert. Donc, du coup, roulement de tambour, Nathalie, la réponse. C'est exactement ça. Donc, tu peux afficher la réponse un peu plus étayée sur la slide suivante,
qui est tiré d'un média que vous connaissez peut-être, qui fait des super infographies, qui s'appelle l'Igloo, hein, qui se sont appuyés justement sur les données de l'IPBES, sur les 5 causes du déclin. Les 2 premières, en fait, qui pèsent effectivement pour plus de 50% hein, sur l'impact sur la biodiversité, sont effectivement la destruction, l'artificialisation et la fragmentation des milieux naturels, qui pèsent pour plus de 30%. La surexploitation des ressources naturelles et le trafic illégal d'espèces, ça c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Dans le cadre d'une dernière étude Interpol, il faut savoir quand même que le trafic d'espèces, souvent pour avoir des espèces un petit peu domestiquées, exotiques, fait partie des 4 trafics les plus lucratifs au monde. Ça se chiffre à plus de 20 milliards d'euros par an. Ces trafics-là, donc c'est assez catastrophique hein, parce qu'en fait on prélève et donc on impacte la diversité et puis on impacte également des populations qui vivent de ces espèces-là, que ce soit animales ou végétales. Ensuite vient le changement climatique. Alors là, on est sur quelque chose de plus fluctuant sur lequel des études continuent à se poursuivre, mais on le voit hein, en ce moment. Je pense que vous avez vu dans les médias, on parle de canicule océanique ou marine au niveau de la Méditerranée et de l'Atlantique, et ça a juste des effets qu'on ne sait pas encore complètement mesurer, mais où on sait que ça va être très impactant pour les populations animales et végétales qui peuplent les milieux maritimes. Et humaines. Et humaines, de fait. Ouais, tu fais bien de le rappeler, Emmanuel. Les pollutions des océans, des eaux douces, du sol et de l'air. Je ne reviens pas sur les dernières actualités en lien avec l'utilisation des pesticides. Mais ce n'est qu'une dimension hein, des pollutions. Il y a aussi la pollution lumineuse hein, qui impacte un certain nombre d'animaux qui vivent la nuit. Et enfin, l'introduction des espèces exotiques envahissantes. Alors, avec Emmanuel, on prend cette dernière catégorie-là avec plus de pincettes parce qu'en fait, aujourd'hui, entre autres en lien avec le changement climatique, et surtout parce que c'est souvent lié à l'activité humaine. Hein. Ces espèces-là ne sont envahissantes que souvent de notre fait. On le voit et vous le connaissez au travers, par exemple, du moustique tigre, on l'appelle le frelon asiatique. Mais il y a d'autres espèces qui sont considérées comme envahissantes et qui, si on creuse un petit peu les choses, peuvent représenter, par exemple, des bioindicateurs ou peuvent présenter des caractéristiques de résistance en fonction des milieux dans lesquels on les positionne. Donc, voilà, si Emmanuel, tu veux compléter sur cet aspect-là, mais on a un regard plus vigilant sur plus le nuancé. fait et plus nuancé, ouais. Je terminerai juste sur une chose, c'est que sur ces réponses, l'ADN de Biodiversio, c'est la 1, c'est-à-dire Biodiversio, on est là pour créer des îlots de biodiversité, donc créer des corridors, parce que et donc c'est pour lutter contre la fragmentation des habitats. Ça, c'est primordial. Et ensuite, on enchaîne sur 4 et 3. 4 parce que la biodiversité est liée à un sol et que plus la biodiversité est riche, plus ce sol est sain, non pollué, plus il retient l'eau et donc automatiquement on impacte le changement climatique. Et donc on a repositionné pour rappel l'amnésie environnementale parce qu'on reste persuadé, et ça va permettre d'enchaîner avec le sujet suivant, que c'est un enjeu primordial en matière de sensibilisation et de formation justement. Donc oui, nous faisons de la sensibilisation auprès des publics et des parties prenantes dans le contexte justement qu'on vient d'aborder. Cet aspect-là de sensibilisation et d'éducation au vivant est primordial, car je pense que vous avez vu cette phrase-là apparaître assez régulièrement. On ne protège bien que ce que l'on comprend bien, voire ce qu'on l'aime bien aussi, si on joue sur la dimension des émotions. Et l'objectif de Biodiversio, c'est justement d'attirer les attentions, non plus seulement, même si c'est important, mais non plus seulement sur le panda, l'ours polaire ou les cétacés, mais aussi sur tout ce qu'on appelle la biodiversité dite ordinaire, celle qu'on côtoie au quotidien et qu'on finit par plus voir, qui côtoie nos jardins, qui côtoie des parcelles agricoles, les bords de route, les jardins urbains ou les parcs urbains, et dont le rôle est vraiment primordial sur l'équilibre des écosystèmes et dont on dépend en définitive. Emmanuel parlait de l'importance des sols. Il y a un petit être qu'on n'évoque pas
très souvent, si ce n'est dans les cercles un petit peu d'experts, mais le ver de terre, c'est un être indispensable pour la vie des sols. Il y a aussi tout ce qui est bien évidemment les escargots, les abeilles sauvages, pas uniquement focusées sur les pertes de l'abeille domestique, mais toutes les abeilles solitaires qui constituent une part très importante et méconnue des abeilles qui parcourent notre territoire. Et puis, si je fais référence à la fameuse liste des nuisibles qui fait très débat en ce moment, la fameuse liste ESOD, je pense aux renards, je pense aux hérissons, etc., les hirondelles. Donc, tout ça, nous, notre objectif, c'est d'attirer l'attention sur ce qui fait peut-être un petit peu moins rêver, parce que peut-être un petit peu moins lointain, mais pourtant tout aussi primordial. Et comment est-ce qu'on opère pour sensibiliser sur cette biodiversité ordinaire autour de 3 axes. Au sein des organisations, comme l'évoquait Emmanuel, c'est de nous appuyer justement sur le foncier non utilisé par les entreprises, par les organisations, où là, l'objectif, c'est de créer une vitrine, un outil de communication et d'animation auprès des équipes qui occupent ce foncier, et d'en faire quelque part une référence, y compris pour aider l'entreprise à répondre à ses obligations de responsabilité sociétale et environnementale. Dans ce contexte-là, on propose également un programme de formation qui s'oriente autour de 4 modules. Le premier que vous connaissez certainement bien, qui est la fresque de la biodiversité, qui permet déjà un premier niveau de connaissance sur ce qu'est un écosystème et comment nous, au travers de nos activités humaines, nous les impactons et quelles sont les conséquences par rapport à ces activités-là. Un deuxième module qui consiste plutôt à accompagner la connaissance de la biodiversité sur le lieu, sur le foncier de l'entreprise, au travers du développement d'actions d'observation, d'identification. Enfin, voilà, là, c'est plutôt la connaissance de la biodiversité locale. Un troisième module qui consiste à la mise à disposition d'une mallette biodiversio, une espèce de boîte à outils qui permet de bénéficier de trucs et astuces, de bonnes pratiques que tout à chacun peut s'approprier, au-delà du monde professionnel, y compris particulier. Et puis le quatrième module qui s'appuie plus sur ce qu'on appelle les sciences participatives, qui amène les citoyens à justement observer, mieux comprendre ce qu'ils ont sous les yeux et du coup mieux l'intégrer et le protéger. Donc ça, c'est le volet, on va dire, au sein des organisations. Et puis l'autre volet communication qui est tout aussi important pour nous parce qu'il permet de cibler un public plus large. Donc comme aujourd'hui, Emmanuel participe très régulièrement à des conférences et à des webinaires à la demande. Donc on peut faire du sur-mesure. On a également une newsletter saisonnière au travers de laquelle on communique sur nos actualités, sur nos émotions, nos expériences de nature, les fameux trucs et astuces. Dernièrement, on a communiqué sur le fait qu'en mai, on laisse les haies en paix. On laisse les cisailles de côté. Enfin, voilà, c'est des choses très pratico-pratiques. Donc ça, c'est la newsletter. Et puis, on communique beaucoup, que ce soit Emmanuel, Bertrand Démier, enfin, plusieurs membres de l'équipe sur LinkedIn. Et là, en fait, l'objectif, comme la newsletter, c'est jouer aussi sur le côté émotion. L'objectif, c'est de toucher quelque part les yeux et le cœur pour amener les gens à avoir une attention, une observation sur cette biodiversité qui nous entoure. Et puis enfin, on a 2 outils qui servent un petit peu de vitrine, qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel et sur lequel on va revenir tout à l'heure, qui est le jardin expérimental Biodiversio, qui est le bébé quelque part d'Emmanuel, puisqu'il est situé à Romorantin. Et puis une autre vitrine que sont les marathons de la biodiversité, qui permettent justement des combinaisons publiques-privées sur des projets de renaturation, sur par exemple des fonciers mis à disposition par des collectivités. Donc voilà, il y a quelques exemples sur les slides qui suivent en matière de programme de formation. Ouais, merci Nathalie, c'est vraiment passionnant. Et d'ailleurs, il y a pas mal de réactions, mais je ne vais pas toutes les donner parce qu'on a un peu... Et puis, on y répondra après. Ouais, on a un petit problème de timing, on va un peu accélérer. Voilà. Donc ça, c'est le programme de formation, les sciences participatives, et puis la partie communication, avec des exemples de posts, trucs et astuces sur la suivante. De toute façon, on vous enverra les supports cet après-midi. Vous pouvez télécharger dès maintenant. Voilà.
Et là, tu voulais détailler ou on passe Non, Là, on va on passe au quiz. Quiz. au quiz. Alors, seconde question. Alors, il y en a qui ont dit que c'était trop facile avec la fraise de biodiversité, la première question, donc on va voir celle-là. Combien de On pourcentage monte. d'espèces présentes en France figurent sur la liste rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation et la nature, UICN? Donc 57%, 31%, 10%, 28%. Vous pouvez à nouveau répondre dans le chat. Du coup, il y en a un qui nous dit 31, Florian. Florian, que tu connais aussi. On a des experts autour du pont. Hein. François 28. Voilà. Ensuite, on a du 31, 57 pour Ronan, 57 pour Jacques, 57 pour Cédric, 31 pour Edgar. Voilà, Catherine, 57, 31, 57. Alors, heureusement, j'ai envie de dire que c'est pas 57. Même si le chiffre qu'on va vous partager maintenant en réponse est déjà très très élevé. Donc la réponse c'est 31% effectivement, des espèces qui sont présentes sur notre territoire et qui sont classées comme menacées par l'IUCN. Au travers en fait de l'étendue de notre territoire, y compris sur la partie Drôme, ouais, les départements et régions d'outre-mer. On est classé, malheureusement, c'est pas un super classement, 6e pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées. Voilà, donc ça montre tout l'enjeu. Donc là, on vous a mis 2 graphes qui permettent à la fois d'identifier quelles sont globalement les espèces qui sont concernées, et on voit qu'il y en a de plus en plus, avec des proportions parfois qui font peur, voire carrément des espèces qui sont éteintes dans le noir. Et également sur la partie Drôme, où là, on voit les conséquences de la disparition d'un certain nombre d'espèces ou de leur niveau de menace. J'ajouterais une chose, c'est que ce pourcentage d'espèces menacées ne fait référence qu'aux espèces que l'on suit. Parce qu'au jardin de biodiversité, je trouve des espèces nouvelles au jardin, j'allais dire toutes les semaines pour pas exagérer, mais tous les ans c'est sûr. Or, la majorité des espèces que je trouve n'ont pas suffisamment de références pour un suivi, ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que ce sont des espèces qui existent sur le sol métropolitain, mais que l'on ne connaît pas suffisamment. Donc d'autre part, hier par exemple, j'identifiais un nouveau coléoptère au jardin. En région centre, il n'est pas sur la liste rouge, mais il est sur la liste rouge en région Rhône-Alpes. Ce qui veut dire que les choses sont pas terribles. Mais voilà. Mais c'est justement pour ça que Biodiversio est né, c'est pour faire comprendre quel est l'intérêt de la biodiversité et quel est l'intérêt pour tout à chacun, et que tout à chacun peut être acteur de la biodiversité chez lui, qu'il ait un simple pot de fleurs sur sa fenêtre. On a vu comme ça une abeille sauvage. La majorité des abeilles en France, il y a un peu moins de 1000 espèces. 70% des abeilles vivent dans le sol. Donc si vous installez un pot de fleurs dans certaines conditions sur votre fenêtre, vous pouvez permettre à une abeille de se reproduire. Donc vous voyez, avec un simple pot de fleurs, on y arrive. Donc forcément, dès qu'on a un jardin, on a une puissance 10 par rapport au pot de fleurs, si ce n'est plus. L'intérêt après de multiplier ces jardins et d'aller sur les fonciers collectifs et d'entreprises, c'est de créer des corridors. Parce qu'aujourd'hui, le Biodiversio s'intéresse donc aux fonciers des entreprises, parce que les zones artisanales et industrielles telles qu'on les connaît ont été conçues dans les années 60, en périphérie des agglomérations dans les années 60, mais la population française a pas doublé, mais presque. On est passé de 40 millions à 70 millions. Et ces zones industrielles se sont trouvées en cœur de ville, et on continue à les construire en extérieur. Ça a été construit sur des zones humides et maintenant sur des terres agricoles. Et cela crée des barrages de béton et de bitume à la flore et à la faune. Donc recréer des petits îlots de biodiversité, que ce soit un pot de fleurs, un jardin, un foncier d'entreprise ou une collectivité, ça permet donc de créer ces corridors, et ça permet aux espèces de pouvoir survivre. L'une des choses qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que les experts estiment qu'on n'a qu'une fenêtre de 15 ans
pour arrêter la chute de la biodiversité et qu'aujourd'hui, on peut considérer que quasiment 100% des espèces sont toujours présentes, du moins sur notre sol, mais que leurs populations ont extrêmement chuté. Or, d'un point de vue génétique, quand une population atteint un seuil minimum, elle n'est plus en capacité de se reproduire. Donc, d'où l'importance de votre pot de fleurs sur votre fenêtre, de votre jardin sur lequel vous arrêtez de tondre au moins sur un coin, et sur l'importance que les entreprises prennent ce sujet à bras-le-corps. Ouais, c'est ce qui est étayé sur la slide suivante, Thomas, où on montre finalement les différentes possibilités d'intégration de zones de biodiversité sur les fonciers des entreprises et le rôle crucial pour le coup que jouent les entreprises. Emmanuel, tu me dis si je me plante, mais je crois qu'il y a 20% aujourd'hui du foncier non utilisé qui pourrait être exploité pour ce type d'opération. Donc, vous voyez en termes d'hectares ce que ça peut représenter et en termes d'îlots de nature que ça représente. Ça embarque aussi le recyclage des eaux usées ou les eaux de pluie ou récupérées pas du tout. Non, là, quand on parle de 20% du foncier, c'est qu'une moyenne sur le foncier actuel, et sur le foncier des entreprises en activité, on ne parle pas des friches industrielles. D'accord. Mais il est évident que, voilà, on se restreint, je dirais, aux zones qui intéressent Biodiversio, parce que surtout les autres zones humides, des pollutions, etc., c'est autant de zones qui peuvent devenir des îlots de biodiversité à leur manière. Mais nous, on s'est focalisé sur l'entreprise. Excuse-moi, Emmanuel, les entreprises entendent de plus en plus. Tu travailles avec des directeurs de site, avec des responsables. Absolument. Nous, de toute manière, l'idéal, c'est que au plus haut de l'entreprise, il y ait une motivation pour aller dans ce sens. Mais on forme un comité de pilotage avec le directeur de l'entreprise, souvent l'ingénieur HQSE. Là, on a un exemple d'entreprise où ils ont eu l'intelligence d'inclure dans ce comité de pilotage le responsable de l'entreprise des espaces verts, parce que ça, c'est fondamental, mais également l'entreprise qui a en charge la dératisation, parce qu'effectivement, nous, on parle de ramener de la biodiversité, mais en milieu industriel, il faut que cette biodiversité soit limitée dans certains endroits, donc autant travailler en bonne entente. D'accord. On se donne 5 minutes pour finir avec Biodiversio, c'est jouable pour vous? Oh, écoute, on va faire. Allez, on aime bien les défis, mais il y a Louise et Louisiane qui nous attendent en coulisses. Pas de souci, non, mais pas de souci. Alors, les défis et obstacles, alors là, c'est plus, on va dire, mon retour d'expérience que je vais vous partager. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai intégré Biodiversio, la première chose, c'est la difficulté auquel on est confronté pour travailler avec les acteurs associatifs historiques. Avec lesquels on est pourtant complémentaires, puisqu'on cible un niveau qui n'était en tout cas jusqu'à présent pas beaucoup attaqué, qui est celui du monde de l'entreprise et des fonciers que vient de partager Emmanuel. Et voilà, ça m'a vraiment frappé. Je pense que c'est aussi exacerbé par les conditions d'attribution des subventions. Mais j'ai vécu en fait ça un petit peu comme une espèce de guerre d'ego ou de chapelle où chacun doit rester à sa place alors qu'on est sur un sujet qui nécessite justement plus un travail en réseau, de mon point de vue, un travail où chacun peut apporter ses expertises, où en plus il y a de la place, je pense, parce qu'il va y avoir avec cette réglementation arrivant de plus en plus d'expressions de besoins, en particulier sur le monde des entreprises. Donc ça, voilà, c'est le premier point qui m'a vraiment frappé. Donc, comment est-ce qu'on œuvre par rapport à ça? On travaille avec les organisations qui veulent bien bosser avec nous, dont on partage bien sûr les valeurs. Et puis voilà quoi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel on est très vigilant, c'est ce qu'on appelle les fausses bonnes idées, un petit peu comme sur le climat. Parfois de bonne foi, il y a des activités, des actions qui sont prises, qui sont proposées ou qui sont développées, entre autres sur le monde de l'entreprise. Ça ne vous étonnera pas quand je vais évoquer l'installation d'hôtels à insectes ou de ruches. C'est pas tant l'installation en tant que telle qui nous pose souci, c'est les conditions dans lesquelles sont installées
ces hôtels à insectes ou ces ruches. Moi, j'en ai vu typiquement sur un parking. Je pense que les insectes, ils vont adorer le bitume. Et ça pose la question en définitive de la mise à disposition aussi de la ressource. Donc, assurer le gîte, mais aussi le couvert. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis, concernant les ruches, ce qu'on oublie souvent, en fait, c'est que ce sont des ruches qui accueillent essentiellement l'abeille domestique, mellifère, et elles rentrent en compétition au niveau des ressources avec les fameuses abeilles sauvages qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel, qui sont vachement importantes pour l'équilibre des écosystèmes. Et pour le coup, ça finit par devenir contre-productif à tel point qu'il y a des communes ou des entreprises qui retirent les ruches. Donc, d'où l'importance, le plus en amont possible, d'avoir un conseil, une expertise, une étude de terrain, un petit peu à l'image de ce que fait Orange quand ils installent les éoliennes. Il y a des études, ça se fait pas comme ça, on n'arrive pas, on bédonise pas, non. Il y a des études d'existants pour s'assurer que l'action qu'on va opérer se fasse pas au détriment d'espèces, faune ou flore. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis l'autre point qu'on évoquait tout à l'heure au travers de l'amnésie environnementale ou de ce côté un petit peu parfois repoussant ou qui fait peur maintenant de la nature, c'est justement d'accompagner, de réussir à embarquer les gens sur un changement de paradigme, on va dire, de relation avec ce vivant. Et donc, c'est là où on rentre en jeu sur cet aspect formation, sensibilisation. Donc, voilà sur cet aspect-là. Et puis, le dernier sujet, c'est justement les ressources allouées à la biodiversité, qui reste encore trop souvent le parent pauvre, je trouve, des stratégies RSE. Bon, c'est en train d'évoluer, mais en tout cas, c'est pour moi les deux luttes d'une même médaille. Dérèglement climatique et biodiversité, de mon point de vue, doivent être adressées de façon tout aussi urgente. Voilà pour cet aspect. Bon, on a pas mal de réactions, de questions, mais soit vous les prendrez à la fin si on a le temps, sinon vous y répondrez. On verra, Nathalie pourrait répondre en poste, mais là on est un peu pris par le temps, donc on accélère. Voilà. La collaboration. Donc là, Emmanuel, peut-être étayer directement avec les exemples de Moy Park ou du Marathon de la biodiversité. Oui. Juste un petit mot pour compléter ce que disait Nathalie concernant les entreprises. Aujourd'hui, on a un nombre de plus important d'entreprises qui ont envie d'aller dans ce sens-là. Vous pouvez le voir sur nos partenaires. Je vous rappelle que ça fait pas 2 ans, enfin ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est là. Là, il y a un nouveau partenaire qui nous a rejoint qui s'appelle l'UNICEM. On en a d'autres au niveau scientifique. La problématique est la suivante, c'est que Biodiversio propose à ce que la charge foncière d'une entreprise devienne un outil de communication interne et externe. Donc vraiment, c'est pas cher pour faire de la com et ça bloque parce que les entreprises qui veulent faire de la biodiversité ont oublié une chose toute basique, c'est d'ouvrir une ligne comptabilité pour cette biodiversité. Alors que même si c'est des budgets de l'ordre de 5 000 € par an, 6 000 € par an, eh bien ça bloque parce que le directeur de site, au niveau comptable, il n'a pas sa ligne. Donc ça, c'est une première chose. Mais bon, on a quand même des groupements d'entreprises comme l'AREA qui sont les industries de l'agroalimentaire. On a le groupe La Poste, là je vois la convention qui a été signée avec. On a Norcis qui nous a épaulé justement sur nos protocoles de sciences participatives. Sur la diapo suivante, on peut voir qu'on a Birds qui nous a mis à disposition un capteur à ultrasons pour nous permettre de connaître les chauves-souris. Comme ça, on sait que sur le jardin expérimental de Biodiversio, nous avons 10 espèces de chauves-souris qui vont et qui viennent. On a également des partenaires financiers donc, sur le marathon de la biodiversité en Val-de-Cher. Donc, une particularité, on est sur du terrain communal et les haies qui sont plantées avec des financements privés. Donc, on a de plus en plus d'entreprises qui vont dans ce sens-là. On a la région Centre qui nous appuie. On fait partie de la COP de la région Centre. Et bien sûr, je ne serais pas là à vous parler de biodiversité aujourd'hui s'il n'y avait pas de mécénat de compétences, parce que grâce à Orange, on a eu la chance d'avoir le charme et les capacités de travail incroyables de Nathalie. Et on a également la BNP Paribas qui nous a permis d'avoir Xavier pendant 2 ans en mécénat de compétences. Voilà. Et il y en a d'autres auxquels on réfléchit. Sur la diapo suivante, on voit que ça, ce sont les différentes actions qu'on a fait, mais une chose qui est très importante, c'est la QVT, c'est-à-dire que la qualité de vie, aujourd'hui, on le répète, surtout par rapport aux événements qu'on a connus, la biodiversité est le marqueur de la qualité de vie, c'est-à-dire plus cette biodiversité est importante autour de vous, meilleur vous vous sentez. Ça, c'est ce qu'on appelle la biophilie. Et plus vous avez du béton autour de vous, moins vous êtes bien.
Voilà, j'irai pas plus loin sur l'actualité. Mais la biodiversité, c'est la QVT, c'est la qualité de vie au travail, c'est la qualité de vie au quotidien, c'est fondamental. Oui, sans compter Ok, l'aspect merci. Ouais. économique. Enfin voilà, il y a, Merci, il y a plein de choses. Nathalie et merci Emmanuel, Orange. je vous propose de finir sur le petit quiz et puis on arrête là pour Biodiversio. Ouais, Ils auront l'intégrale des slides, mais on est un peu pris par le temps. ça marche. Du coup, ah, j'ai mis la réponse. Ah, on n'a rien vu. À votre avis, quel pourcentage des emplois en France dépendent directement ou indirectement de la biodiversité? 26%, 35%, 64% ou 80%? Voilà, Alors, le directement ou indirectement est très important. voilà. Bon, il y en a qui ont vu Bon, la on peut, réponse. Voilà, ouais, ben, on peut apporter la réponse, hein, de voilà. fait. C'est vrai que moi, ça m'a. On conclut en deux secondes. Emmanuel un peu et Nathalie en mot de la fin et on passe la parole à Écoterie. Ouais. Bah écoute, sur l'aspect suite, vous l'aurez compris, moi je vais continuer à mettre ma passion et mon enthousiasme au service des vivants pour voir voilà comment est-ce que Orange aborde déjà la biodiversité, parce qu'il y a plein de choses qui se font, donc faire connaître ça, voir comment est-ce qu'on peut accompagner aussi les réponses aux appels d'offres en la matière. Et puis continuer à s'appuyer sur l'engagement de nos salariés en la matière à l'échelle environnement dans sa globalité. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis gonflée à bloc et ravie de pouvoir poursuivre à la fois mon aventure au sein d'Orange et auprès des équipes de Biodiversio. Et merci à l'équipe Biodiversio et merci à Orange de m'avoir permis de vivre cette aventure incroyable. Bon, je redonne Merci pas à le toi. micro à Emmanuel. Merci à tous les deux. Vous êtes censurés là. Du coup, pendant que vous ne parlez pas, vous pouvez répondre dans le chat participant. Il y a des questions, notamment Emmanuel, sur le corridor. Et je passe la parole sans plus tarder à nos amis d'Écoterie. Je vais juste partager leurs documents 2 petites secondes. Je fais la manœuvre qui va bien. Voilà. Et normalement, c'est bon. Vous voyez Louise et Louisiane, pardon. Et du coup, c'est à vous la parole. Mais je suis désolé, on a un peu débordé, mais voilà, je vous laisse enchaîner. Comme ça, vous avez déjà pas mal d'informations sur Biodiversio qui ont été, bien sûr, nous on partage tous ces constats aussi sur la biodiversité. On travaille sur des sujets similaires. Peut-être pour vous présenter Écoterie, donc c'est dans les slides, la slide suivante de mémoire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des solutions fondées sur la nature. Donc, depuis 2016, on protège, restaure et gère durablement des écosystèmes en France, mais aussi en Europe et principalement en France. Et ces écosystèmes, ils sont principalement dans le monde forestier. Donc, nous, on va acheter et gérer durablement et protéger, restaurer des forêts. Et c'est notre principale mission. On le fait aussi dans le monde marin, mais pour l'instant, notre focus, c'est l'écosystème forestier. Pourquoi? Parce que 80% de la biodiversité terrestre y est. Et donc, on va mettre en place des projets de sylviculture, de plantation d'arbres et de gestion durable associés à des projets de biodiversité en forêt. Donc, je laisserai Louise, qui s'occupe de mettre en place ces projets, vous en parler. Et comment est-ce qu'on finance tout ça? Parce que donc on achète des terrains qui sont généralement dégradés, qui ont besoin de notre intervention pour être restaurés, des forêts qui ont subi des coupes rases, des friches, etc. On les restaure et tout ça, forcément, ça coûte de l'argent. Donc, comment est-ce qu'on finance tout ça? Eh bien, c'est grâce à l'implication de 1500 entreprises et 75 000 clients particuliers qui contribuent à nos projets de plusieurs manières, soit en devenant propriétaires d'arbres, ce qui leur permet de soutenir la gestion durable des arbres, soit en sponsorisant un projet de biodiversité, par exemple un projet de biodiversité en lien avec leur chaîne de valeur. Par exemple, une entreprise qui travaille dans le monde de l'agroalimentaire, elle va contribuer à un projet lié à la pollinisation. Et puis, dernière chose, pour les entreprises qui sont engagées dans des stratégies carbone, donc qui mesurent leur impact, diminuent leur impact et cherchent à compenser des émissions résiduelles, elles ont la possibilité d'acheter des crédits carbone haute qualité avec Écoterie. Donc, pour résumer, on a à peu près 100 collaborateurs
qui contribuent à la protection, restauration, gestion durable de forêts. On a à peu près 1000 hectares sous gestion. Et on fait ça en incluant des entreprises et des particuliers. Voilà, en 2 mots, Écoterie. Et donc, sur la slide suivante, vous voyez, par exemple, quelques projets qu'on a en France. Donc, on voit les forêts qu'on a aujourd'hui, les forêts qui sont à l'étude, nos projets de restauration de la biodiversité marine, nos projets spécifiques à la biodiversité terrestre, etc. Notre objectif aujourd'hui, c'est de couvrir le maximum d'écosystèmes et de vraiment contribuer à protéger des espaces naturels qui sont indispensables et qui sont en bon état, restaurer ceux qui sont en mauvais état et puis pour les deux, les gérer durablement. Et je vais laisser la parole à Louise sur les slides suivantes pour vous présenter spécifiquement ce qu'on fait sur le terrain en matière de biodiversité. Oui, merci Louisiane. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un projet forestier en fait et comment ça se passe? Tout à l'heure, Louisiane, à l'instant plutôt, Louisiane parlait de gestion sylvicole durable. Qu'est-ce qu'on entend par gestion sylvicole durable? C'est une gestion de la forêt proche de la nature avec mise en place, quand c'est possible, de futaies irrégulières. Donc, dans la futaie irrégulière, on va aller prélever 10 à 20% au niveau du peuplement. Quand on reprend en gestion, notre objectif, ça va être, d'une part, d'irrégulariser quand c'est possible, d'arriver à diversifier les essences sur site, en restant avec des essences locales, bien entendu. Donc, on ne fait pas de monoculture, on diversifie et on n'utilise pas de produits chimiques. Ce que je vous propose, c'est que pour en parler un peu mieux, c'est d'aller en forêt, en fait, tout simplement, pour vous expliquer comment ça s'est passé avec un exemple concret. Donc, sur la slide suivante, on va pouvoir aller dans les Vosges et plus spécifiquement au niveau de la forêt qui se situe sur la commune du Syndicat. Donc, c'est une forêt qu'on a repris en gestion, sur laquelle il y a eu une coupe sanitaire due à des épicéas scolytés. Donc, on a eu un premier passage avec notre gestionnaire forestier sur site pour voir un petit peu quel était le contexte, qu'est-ce qui était présent sur place. On a travaillé avec Georges Potcher, de la société Forestis, qui a réalisé donc des relevés pédologiques, botaniques, pour étudier un petit peu le régime hydrique du site, et puis qui a couplé ça avec des scénarios de changement climatique, pour nous faire des préconisations un petit peu sur les essences qui pourraient être adaptées à horizon 40, 50 ans. Parce qu'en fait, le temps de la forêt, c'est pas l'arbre une fois qu'il est planté. En fait, ça va mettre des années à se reconstruire. Et donc, c'est d'essayer justement de planter des essences qui seront adaptées dans un contexte de changement climatique. Et ensuite, donc avec donc le gestionnaire forestier, a choisi les différentes essences qui vont être mises en place. Donc, en l'occurrence, ici, ça va être du chêne Cécile, du pin laricio. Et il y a sur la cartographie, on peut voir qu'il y a des zones en vert. En fait, ce sont des tâches de régénération. Donc, ces tâches vont être, ces patchs de régénération vont être conservés, avec notamment, donc il y a un peu d'épicéa, il y a du pin, il y a un peu de hêtre à certains endroits. Donc, l'objectif dans notre itinéraire sylvicole, c'est d'arriver justement à favoriser cette diversité d'essences et à conserver ces patchs de régénération naturelle, tout en ayant, bien sûr, parce qu'on fait de la gestion sylvicole, certaines essences objectives, comme je l'ai cité précédemment. Une autre étape au niveau de ce projet, on peut le voir sur cette cartographie, il y a présence d'un ruisseau permanent, il y a aussi un ruisseau intermittent, donc il y a une zone humide qui est présente sur ce site. Il y a la coupe d'épicéa scolytée, elle a aussi été en partie sur cette zone humide. Donc, on va étudier aussi quels sont les différents taxons qui sont présents sur place. Donc, là, par exemple, au printemps, on a été voir un petit peu côté amphibière qu'est-ce qui était présent. On a fait un petit peu aussi de relevé au niveau des odonates, donc tout ce qui est libellules et demoiselles. Et en fait, le fait là, je cite quelques taxons, mais en fait, c'est beaucoup plus large. Je vous en parlais un petit peu après, mais ça va vraiment dépendre du contexte. Et l'objectif, c'est de comprendre un petit peu le site, comment il fonctionne, les enjeux qui sont liés à ce site. Et puis, derrière, d'adapter un petit peu nos mesures de gestion aussi, que ce soit d'un point de vue sylvicole ou de gestion de milieux naturels, comme ici, une zone humide. Donc, c'est important vraiment d'avoir cette approche un petit peu générale et d'avoir une vision d'ensemble avant de prendre des décisions de gestion sur le site.
Et donc, concrètement, on a différentes étapes donc, dans un projet forestier. Donc, avec la première, dont je vous parlais du diagnostic forestier. Ensuite, derrière, il va y avoir la mise en place justement de l'itinéraire sylvicole. Là, sur ce site, on a aussi marqué des arbres habitats, sélectionné des îlots de sénescence. Et puis ensuite, la phase de plantation, de protection aussi des plants avec du tricot. Donc, c'est un composé à base de graisse de mouton. Et ensuite, effectivement, mais là, ce ne sera pas avant des horizons, donc 2067, là, on a marqué sur ce graphe, une première coupe. Mais encore une fois, ce n'est pas une coupe rase qui sera effectuée, c'est un prélèvement donc qui va de 10 à 20% sur ce site-là. Excuse-moi, Louise, on a des petites questions dans le chat des participants pour vous spécialement, Louise et Louisiane. Donc, il y a une question, est-ce que c'est les forêts à usage industriel également incluses dans votre périmètre ou pas du tout? Alors, qu'est-ce qu'on entend par usage industriel? En fait, là, c'est donc les essences qui ont été sélectionnées. Donc, c'est les essences objectifs, c'est donc du chêne Cécile et du pin laricio. L'objectif derrière, c'est pas de tout couper. Encore une fois, c'est 10 à 20% qui vont être prélevés au niveau de ce peuplement mais pas avant, du coup, un certain temps, le temps que la forêt se mette vraiment en place. Voilà, du coup, en fait, on a une approche long terme. Ça veut dire que on va faire des prélèvements dans les forêts. Nous, on pense que c'est intéressant de relocaliser la filière bois et donc de créer du mobilier comme on en a absolument besoin. Et aujourd'hui, on l'importe plutôt en dehors de l'Europe. Donc, en tout cas, on va chercher à prélever du bois parfois juste pour faire des éclaircies et permettre l'introduction de lumière. Et puis, parfois, à très long terme, on peut prélever un tronc, un arbre pour pour l'envoyer dans des scieries et créer du mobilier français, relocaliser la filière bois. Donc, bien sûr que nos forêts, elles sont gérées durablement, on ne fait pas de coupe rase, etc. Mais en revanche, oui, on prélève. Aujourd'hui, on est né qu'en 2016, donc on n'a pas beaucoup prélevé avec l'échelle de la nature, mais dans nos plans de gestion, on intègre cet aspect-là parce qu'on veut aussi contribuer au développement socio-économique des territoires. Mais c'est du circuit court, Louisiane, en fait, de production locale, régionale, quoi. Oui. C'est ça. Il y a Edgar qui nous dit effet des pluies acides dans l'Est sur les forêts, y compris vosgiennes. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Des pluies acides. Alors, je pense que là-dessus, il faudrait que j'en discute avec le gestionnaire forestier qui est dans l'Est, qui sera peut-être plus à même de répondre à cette question. Non, en fait, je crois que j'ai une réponse pour ça, parce que les pluies acides, c'est quelque chose dont on parlait dans les années 70, parce qu'on n'avait pas compris le dérèglement climatique. Et en fait, c'est plus lié aux problèmes climatiques d'aujourd'hui qu'à des pluies acides. On imaginait avant, comme par exemple, on avait des nuages au-dessus de la région parisienne qui, en se déplaçant du fait des pluies, les acides étaient rejetés sur les arbres et les arbres brûlés. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une hypothèse qu'on a laissé tomber. D'accord. Et je pense que la dernière question pour vous, Louise et Lisiane, elle est plus abordable. Comment Écoterie appréhende le sujet du relâchement à venir, très probable de CO2 par les forêts françaises? En fait, nous, on décide d'intégrer, déjà de par nos actions, bien sûr, on contribue à l'atténuation du dérèglement climatique parce qu'on contribue à des puits de carbone grâce à la biodiversité. C'est comme ça, c'est d'ailleurs un exemple très parlant qui prouve que la biodiversité a un impact positif sur la séquestration de carbone, sur les puits de carbone et donc contre la lutte contre le dérèglement climatique. Et inversement, le climat a un impact négatif sur la biodiversité. Mais bon, donc on a un impact sur l'atténuation et sur l'adaptation. Ça, c'est un énorme sujet. Donc nous, on choisit bien les terrains sur lesquels on est prêt à intervenir, sur lesquels aujourd'hui, on va avoir des projets qui sont pérennes. Donc, c'est-à-dire quand on met en place de la plantation d'arbres, de projets de biodiversité. Louise parlait par exemple de restauration de mares, de restauration de zones humides, etc. On essaye de le faire dans des territoires où il y a moins de chances qu'il y ait des incendies, par exemple. Et puis, on choisit bien nos essences. On intègre, c'est ce que disait Louise, on intègre des prévisions de l'évolution du climat dans le choix de nos essences. Comme on réfléchit aussi la qualité des sols, la qualité de l'air, de l'eau, etc. dans nos projets.
Voilà. Et une dernière question, après il va falloir finir parce qu'il restera 5 minutes. Louisiane ou Louise, peut-on juste laisser la forêt tranquille sans coupe? Je pense pas, mais personnellement. Oui. Tu veux répondre? Oui. En fait, l'objectif, c'est pas de tout couper et c'est pas de rentrer dans une dynamique où on veut juste soit faire uniquement des îlots de sénescence ou soit faire de la gestion sylvicole. En fait, il y a deux extrêmes. Nous, on est gestionnaire forestier, donc on gère sylvicole, enfin, d'un point de vue sylviculture, nos forêts. Maintenant, on va pas aller faire des prélèvements du type industriel au niveau de nos peuplements. C'est pour ça qu'on met en place des îlots de sénescence, c'est pour ça qu'on préserve les arbres habitats, c'est pour ça qu'on prélève que 10 à 20%. En fait, l'objectif, c'est de trouver un équilibre. C'est pas de ne pas avoir d'activité sur ces sites-là, c'est de maintenir notre activité tout en prenant en compte justement la biodiversité qui est sur place afin de la préserver. Donc, c'est uniquement ça l'objectif. C'est quelque chose sur lequel on est très clair aujourd'hui et bien sûr qu'il faut laisser, c'est ce que Louise appelle des îlots de sénescence, il faut laisser des endroits sur lesquels on fait de la libre évolution, on protège les forêts et on a une approche non interventionniste. En revanche, il y a d'autres endroits où il faut avoir, où il faut qu'on fasse de l'intervention. Donc nous, on a les deux à chaque fois dans nos forêts. Mais oui, dans les forêts, on va venir prélever pour relocaliser la filière bois, pour créer le développement socio-économique des territoires. En revanche, avec un impact minimal sur nos forêts. Oui. Merci. On va reprendre le fil peut-être. Oui. Je vais essayer juste d'être très rapide pour laisser la parole à Louisiane aussi, qui n'a pas encore pu trop parler. Mais là, je vous ai parlé de projets purement forestiers. On mène aussi des projets liés à la biodiversité, que ce soit des projets de pollinisation. Donc, tout à l'heure, on parlait des ruches et des abeilles sauvages. Parmi les pollinisateurs sauvages, il y a aussi plein d'autres pollinisateurs qu'on prend en compte, notamment justement en ayant une gestion de nos lisières pour essayer de mettre en place justement des lisières étagées, pour diversifier des essences sur ces zones-là en mettant des essences mellifères pour justement ces pollinisateurs sauvages qui sont présents essentiellement sur cette zone-là au niveau forestier, en préservant des arbres habitats. C'est aussi une action en faveur des pollinisateurs en général. On met aussi des actions du type restauration de zones humides. Donc là, je vais aller juste très rapidement parce qu'en fait, ça rejoint finalement ce que je disais tout à l'heure avec une première étape de diagnostic écologique avec des inventaires sur différents taxons du mois de février globalement jusqu'au mois de septembre pour arriver vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le milieu, quelle est la dynamique de mon milieu. Est-ce que finalement cette zone est en bon état de conservation, donc c'est de la préservation de cet écosystème que je vais mettre en place. Est-ce qu'il y a des travaux de restauration qui sont nécessaires sur cet écosystème-là? À ce moment-là, passer par des déclarations au niveau des services de l'État qui sont concernés et derrière mettre en place des travaux de restauration en veillant bien à ce que l'action qu'on a mis en place derrière soit suivie et qu'on remette en place un suivi avec les mêmes protocoles qui ont été faits initialement pour mesurer justement cet impact qu'on a eu sur le milieu et adapter notre gestion si nécessaire sur cette zone humide, par exemple. Et donc, on ne va pas faire toutes les slides qui sont derrière, mais en 2 mots, tous ces projets qu'on fait sur le terrain, et notamment les projets spécifiques à la biodiversité, donc restauration de zones humides, mise en place de projets spécifiques à la pollinisation avec des haies mellifères qui vont favoriser la pollinisation, avec des jachères fleuries, on met en place des projets avec des habitats pour restaurer des habitats ou créer de la ressource alimentaire. Tout ça, c'est ce qu'on met sur le terrain. Et il faut que ça intéresse les entreprises. Et donc, peut-être, je peux passer 2 minutes là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on voit auprès de nos clients, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent conscience qu'elles dépendent de la biodiversité et donc il faut qu'elles l'intègrent au même titre que leur stratégie climat. Aujourd'hui, une entreprise, elle n'est pas pérenne sans la biodiversité. Ses matières premières dépendent en grande partie de la biodiversité, l'alimentation de ses collaborateurs également. Il y a 50 à 55% du PIB mondial qui dépend de la biodiversité et des services écosystémiques, des services rendus par la nature. Donc, les entreprises comprennent qu'elles ne sont pas pérennes sans la biodiversité, donc elles veulent agir. Et il y a aussi des cadres, des réglementations qui poussent les entreprises à agir pour la biodiversité, notamment la CSRD, qui est une réglementation européenne qui va inciter les entreprises, ça y est, à donner des indicateurs sur leur impact sur la biodiversité.
Donc, l'idée, c'est que maintenant, les stratégies RSE les plus ambitieuses, elles vont considérer le climat au même titre que la biodiversité. Et c'est pour ça que nous, on met en place des projets sur le terrain qui allient vraiment séquestration de carbone et donc lutte contre le dérèglement climatique grâce aux arbres, mais aussi mise en place d'une gestion durable et de projets spécifiques à la biodiversité pour penser le développement de la biodiversité. Et ça, les entreprises qui travaillent avec nous, c'est vraiment ce qu'elles recherchent aujourd'hui, c'est d'avoir cette nouvelle tendance, cette nouvelle en tout cas volonté qui est aussi prouvée scientifiquement hein, d'intégrer le climat et la biodiversité au même milieu. Et je vois que ça y est, il est 1h, donc je suppose que je dois Voilà, je pense. Merci beaucoup en tout cas, Louise-Anne, Louise, Emmanuel, Nathalie, pour cette expertise. C'est passionnant. Je pense qu'on pourrait passer une conférence une matinale sur le sujet biodiversité. Ça pourrait être un enjeu d'une prochaine rencontre à monter, pourquoi pas. Il va falloir qu'on reprenne rendez-vous. Voilà, on va pouvoir voir ça, Emmanuel, Nathalie. Je pense que c'est un vrai sujet. Et merci beaucoup à toutes et à tous. Notre programme du second semestre est en cours d'élaboration. On vous l'enverra sans faute. Et puis, on vous envoie tous les supports et les éléments. Et merci à toutes et à tous de votre participation. Et bel après-midi et bel été. À bientôt. Et respectons la biodiversité. Au revoir. Au revoir. Un beau mot. Ciao, ciao.